remédier à cette fragmentation des métropoles. Les centres-villes constituent la vitrine internationale de la métropole et connaissent des recompositions. On va tout d'abord penser à réhabiliter les centres anciens. C'est-à-dire qu'on va utiliser les anciennes emprises portuaires, ferroviaires et industrielles en friche pour les transformer en nouveaux lieux souvent dédiés au tertiaire ou au logement. Prenons l'exemple ici, à Londres, du quartier de Canary Wharf. On avait des docks qui étaient ici, on les voit encore ici en 1986, qui était l'ancien port de Londres sur la Tamise et qu'on a réhabilité, rénové pour installer un quartier d'affaires, entre autres. Ces rénovations visent à créer des espaces attractifs, générateurs de richesse et d'une bonne image, ce qui va aboutir à une hausse des prix du logement. Donc c'est ce qu'on voit ici, dans ce petit schéma. En fait, on avait des vieilles industries qu'on va commencer à réhabiliter, donc ici par exemple en studio. Ça va devenir même des centres, des cafés, des centres de créativité super branchés et ça va se transformer enfin en appartements, pour des personnes à haut budget. Évidemment, en effet, ces espaces attractifs générateurs de richesse et d'une bonne image aboutissent à la hausse des prix des logements. Les plus pauvres ne peuvent plus se loger au centre et sont remplacés par des couples d'actifs et des catégories socio-professionnelles élevées. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Évidemment, les pauvres qui se retrouvent chassés de leur quartier ne sont pas contents et ils vont manifester ce mécontentement par des affiches qui dénoncent cette gentrification en cours. Et c'est pour ça qu'on a ici, attention, il va y avoir des cupcakes parce que euh, les bobos vont faire des cupcakes alors que c'était peut-être pas le cas des pauvres auparavant. Même problème ici à Mumbai, en Inde, où la municipalité souhaite transformer et réhabiliter le bidonville de Dharavi au centre-ville, avec des projets de rénovation, installation de nouveaux bâtiments, etc., et relogement d'une partie de cette population du centre-ville en périphérie. Bien évidemment, les personnes qui habitaient au centre-ville ne sont pas d'accord et ont fait un contre-projet que vous retrouverez ici. Comme on le voit avec ces exemples, la lutte contre les inégalités est difficile. Au nord, l'impératif de mixité sociale s'impose de plus en plus contre la ville fragmentée et les autorités tentent de reloger une partie des habitants victimes des rénovations urbaines en créant des quotas de logements réservés aux populations modestes et qui doivent favoriser la mixité sociale. On voit ici l'exemple de l'écoquartier des rives de la Deule à Lille, dont l'aménagement est pensé de façon à n'exclure aucune population. Pour empêcher la fragmentation des métropoles, on essaye également de repenser les métropoles de façon durable et moderne. La plupart des grands projets des métropoles des pays développés tentent d'accroître la part des espaces verts, de promouvoir des modes de transport plus doux, de construire des immeubles plus écologiques. Les smart cities, dont vous retrouvez ici un exemple à Pallava en Inde, à côté de Mumbai là encore, vous retrouvez ici la définition d'une smart city. Donc, ces smart cities tentent ainsi de mêler durabilité et innovation. Exemple ici d'une métropole à Nairobi avec la Smart City de Konza, où on a une technopole qui doit inclure un certain nombre de choses. Donc la ville intelligente avec plein de services connectés qui permettront de faciliter la vie des gens. Je reviens ici dans les villes du Nord, où on tente de repenser les quartiers en intégrant la polyfonctionnalité. Dans les écoquartiers, les immeubles ne doivent plus être seulement des lieux d'habitation ou de travail, on y mélange les fonctions. C'est le cas donc dans l'exemple dont on a déjà parlé, de l'écoquartier des rives de la Haute-Deule, à côté de Technologie à Lille. On terminera par ce schéma de synthèse qui résume les problématiques de cette dernière partie, c'est-à-dire que l'exode rural et la croissance naturelle augmentent l'augmentation des populations des métropoles, qui doivent grandir en hauteur et s'étendre au sol. Néanmoins, tout cela fait augmenter le prix du foncier, notamment dans les centres-villes, et crée une gentrification et une relégation des plus pauvres en périphérie. On va avoir dans les pays du Nord une action publique pour limiter les inégalités, avec des réhabilitations et des rénovations avec mixité sociale, mais qui excluront quand même une partie de la population. Et puis, il faut terminer en rappelant que la lutte contre les inégalités reste difficile
et qu'en plus, elle n'est pas toujours l'objectif majeur des métropoles, notamment dans les suds. Par ailleurs, on a une difficulté due à la multiplication des échelles de gouvernance, qui sont parfois inadaptées. Avec l'étalement urbain, le périmètre d'action des instances des métropoles ne correspond plus à la taille réelle de l'espace métropolitain. C'est le cas du Grand Londres, mais aussi du Grand Paris. Le nombre croissant d'acteurs concernés, on aura les communes, des intercommunalités, mais on voudra aussi prendre en compte la vie des habitants. Tout ça, ajouté à la concurrence des priorités, la compétitivité économique, l'enjeu environnemental, vont rendre les divisions difficiles. On le comprend bien, la métropolisation, c'est assez compliqué, au niveau de la gestion de la ville et de ses problèmes et elle nécessite une concertation des acteurs de plus en plus importante pour que tout le monde puisse vivre ensemble dans les villes. C'est ainsi que s'achève notre dernière vidéo. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, à bientôt!